Causerie en R avec Sylvain Attiel et Jean-Marc Prince. Bonjour Sylvain, Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bonjour Jean-Marc. bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Sylvain Attial et nous allons parler de radio. De radio et plus Quelle précisément surprise! d'histoire de radio et plus précisément encore de l'histoire secrète des radios pyrénéennes puisque c'est le titre de ton dernier livre qui est paru tout récemment, cette année, en début d'année, c'est bien ça, hein, Il y a quelques jours, oui. il y a quelques jours. Voilà. Alors, je dois te dire que j'ai lu ton livre du début à la fin en une seule traite, en une seule journée. J'ai même pas pris le temps de déjeuner, tu vois, tellement j'étais passionné par la lecture. J'ai même pas fait de pause pipi, hein. Et franchement, tu as l'art vraiment de retenir l'attention du lecteur. Parce que faire un livre d'histoire, c'est parfois un petit peu, j'allais dire un gros mot, c'est un petit peu ennuyeux, disons, hein. Et toi, tu as l'art d'accrocher le lecteur parce que tu fais des petits chapitres très courts, on fait des petites sessions, comme on peut dire, je sais pas, ouais, des petits paragraphes qui sont situés dans le temps, qui sont situés même dans l'espace, c'est-à-dire on va d'une ville à une autre, on va d'une époque à une autre, mais enfin, il y a quand même une chronologie dans tout le livre. Et puis, tu nous racontes ça un petit peu comme un roman, c'est-à-dire que il y a des personnages dont tu décris bien la psychologie, il y a des lieux, il y a des dialogues surtout entre ces personnages qui sont assez intéressants parce que on voit à travers ces dialogues, on devine toute l'histoire de la radio. C'est très rigoureux, hein. Je pense que tu as fait des recherches quand même sur ce livre qui sont très précises, parce que j'ai essayé de trouver, comme on a à peu près la même passion, hein, qui est l'histoire de Radio Andorre et des radios de cette région. J'essaie de trouver des failles, j'en ai pas trouvé, franchement, parce que il y a quand même une trame qui est très précise, qui est très rigoureuse, mais c'est raconté de manière plaisante, de manière à ce que le lecteur soit tout le temps concentré. Et puis c'est raconté un petit peu comme raconterait un homme de radio devant un micro, parce que tu vois, par tes mots que tu écris, tu fais naître en nous des images, tu fais naître des sons. D'ailleurs, de temps en temps, il y a des paroles de chansons. C'est amusant parce que du coup, on a tout de suite les chansons qui nous viennent en tête. Il y a des odeurs, on sent le froid de l'hiver endorant qui nous gèle le bout du nez. Enfin, bref, il y a des tas de petits détails dans ce livre qui fait qu'on ne peut pas en décrocher de la première à la dernière page. Et puis, tu termines aussi ton livre avec une synthèse un petit peu à la fois des lieux principaux, qui sont maintenant des lieux historiques souvent. Tu nous parles aussi des événements, avec une chronologie des événements. Donc, c'est un livre qui est à la fois pédagogique, très intéressant parce qu'on y apprend vraiment un tas de choses. Et puis on lit ça, bon, si vraiment on n'est pas passionné spécialement par l'histoire des radios, on lit ça quand même comme un roman parce qu'il y a vraiment du suspense, il y a vraiment des tas d'histoires, des tas d'anecdotes. Et c'était, encore une fois, j'ai lu ça d'une seule traite. Voilà. Alors je voudrais qu'on en parle aujourd'hui de manière un petit peu plus détaillée. Et j'ai vu que ton livre commençait par un souvenir d'enfant. Alors, je voudrais savoir un petit peu quelle est ton histoire, toi, personnelle, ton histoire avec la radio en général, avec Sud Radio aussi, puisque c'est une des trois stations qui sont évoquées, avec Radio Toulouse et Radio Andorre. Et puis aussi ton histoire, bon, pas avec Radio Toulouse, parce que j'imagine que tu n'étais pas né encore à cette époque-là, mais avec Radio Andorre également. Alors d'abord, Jean-Marc, je voudrais te remercier et te dire que tes remarques, ton compte-rendu de lecture, si j'ose dire, me touche beaucoup, parce que je sais que tu es un spécialiste de cette histoire. Tu collectes une collection absolument extraordinaire de témoignages, de souvenirs, de documents. Et j'avoue que ton point de vue sur ce modeste travail me touche beaucoup, parce que mais comme tu le dis, j'ai essayé de faire passer une passion au-delà du travail d'historien, ce que je ne suis pas, je n'ai pas la prétention de me dire historien, mais j'ai voulu prendre le lecteur par la main et au travers de multiples scénettes qui s'enchaînent, lui faire vivre
le faire vivre au cœur de ces stations. Parce que c'est un petit peu comme ça, moi, que je suis arrivé à cette passion, c'est en partageant quelques moments privilégiés. Et effectivement, le livre s'ouvre sur un premier chapitre dans lequel bah, je n'ai que 12 ans. Je Ouais. suis, euh, je suis collégien à Saint-Laurent-de-la-Salanque. C'est un gros village non loin de Perpignan Oui, et c'est ça, ouais. au bord de la mer. Je suis en classe de sixième et puis notre professeur principal nous dit, j'aimerais bien que quelques-uns parmi vous, puisqu'on en a la possibilité, fassent un échange scolaire avec un petit collégien andorran, un petit collégien d'Andorre-la-Vieille. À ce moment-là, l'Andorre, ça nous parlait pas beaucoup, même si on était voisins. Pas très loin, Euh, oui. mais bon, c'était surtout l'occasion pour moi j'ai entrevu ça tout de suite, de faire une semaine de vacances et de sortir un petit peu du quotidien. Je me retrouve donc dans cette aventure et on nous accueille formidablement bien. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai retrouvé et j'ai passé un excellent moment il y a quelques semaines à peine avec mon Ah correspondant. ouais. Ah, c'est 50 marrant ans ça. après, Ouais. le petit Johan, je l'ai retrouvé en principauté et nous avons évoqué tous ses souvenirs. Il avait d'ailleurs des souvenirs beaucoup plus précis que moi Ouais. de cette aventure. Alors, une fois là-bas, on nous fait visiter les champs de tabac, Ouais, bien les sûr. chapelles À l'époque. romanes. C'est formidable. L'Andorre a Un un beau pays. patrimoine incroyable à ce niveau-là, mais à Mhm. l'âge de 12 ans, c'est pas ce qui nous passionne vraiment. Ouais. Alors, on décide de nous faire visiter les studios de radio et on Mhm. choisit Sud Radio et on se rend une fin d'après-midi dans les locaux de Sud Radio. Et là, pour moi, c'est la révélation. Enfin, je vais pas tout vous dévoiler là, mais je raconte cette histoire parce que le livre s'ouvre sur ce flashback et en fait, c'est là que je décide, c'est là que je me dis, c'est là que tu dois être, quoi. C'est ça que tu as envie de faire. Alors je rentre chez moi, j'explique ça à mes parents, qui évidemment, en bons parents qu'ils sont, me disent, ben passe ton bac et puis éventuellement fais ton droit d'abord, Ouais. et après on verra parce que dire à cette période-là, je veux faire de la radio, c'est presque dire Mais ça aujourd'hui, fait je veux peur. devenir star de cinéma, quoi. Il y a Oui, c'est très ça. Il y très avait tellement peu de radio à l'époque. C'était pas comme voilà, aujourd'hui, et puis quoi. il y a très peu d'élus, les places Ouais, sont bien chères, sûr. sont loin, enfin voilà. Néanmoins, je n'en démords pas et à partir de ce moment-là, je me fabrique des vrais faux micros, comme beaucoup hein, d'ailleurs, Ah oui, énormément de j'étais dans ton cas aussi, pareil. voilà, énormément de gens de radio racontent cette expérience. C'est là qu'apparaît le petit magnéto-cassette et on fait voilà, des essais et on rêve un petit peu avec tout ça. Mais finalement, j'ai la chance d'avoir 17, 18, 19 ans euh, au moment de la libération de la FM. Mhm. Et c'était vraiment une chance inouïe de Ah oui. pouvoir mettre à exécution cette passion, Mhm. même si c'était un peu chaotique. C'est vrai que ça a ouvert beaucoup de voies. Et je participe à diverses expériences de radio dites libres. Donc, sur euh, la région de quoi? De Perpignan? Sur la région de Perpignan, oui, Ouais. et y compris de l'autre côté de la frontière, avec un petit groupe électrogène, vraiment de la radio pirate. On pensait que Ah tous les oui. services, euh, tous les services de police et de TDF Ouais. nous observaient à ce moment-là. J'ai appris plus tard qu'ils ne savaient même pas qu'on avait On existait. existé. Alors, C'est un peu t'es allé du décevant. côté espagnol pour émettre, c'est Oui, ça? tout à fait. On Ah allait ouais. au-delà de la frontière. Il y a un pic qui s'appelle le pic Naulus Oui. qui émet sur la plaine du Roussillon et qui est juste à la D'accord. frontière, mais en France. Et nous, on Ouais. se mettait un petit peu derrière pour voilà, tenter d'échapper à tous nos Sous poursuivants contrôle TDF, quoi. qui n'ont Mhm. jamais existé. Voilà. Et de fait, j'ai très vite été un petit peu déçu par ce système des radios libres où c'était un peu le chaos, où chacun Oui. arrivait, faisait ce qu'il Alors, c'était une voulait, anarchie assez sympathique, mais bon, voilà, ou pas. Et pas moi, très pro, quoi. je rêvais de ces radios que j'avais beaucoup écoutées. Alors, Sud Radio après ma visite, bien sûr, mais aussi Mhm. la période RMC qui correspondait avec des gens comme Franck Lipstick, Ah oui, Julien je faisais des Lepers, émissions pour les etc. jeunes l'après-midi, ouais, je me souviens. Et puis Gérard Klein le soir, que Ah j'écoutais souvent oui.
Ouais, c'est Et vrai, c'est des tendances, hein. Pas de panique, Claude Villers, des choses comme ça qui m'avaient Ouais, sur marqué. J'avais France envie Inter. Ouais. de ces radios-là, un petit peu Ouais. professionnalisées, en tout cas, qui tenaient la route et qui avaient une régularité et quelque chose de propre et de réfléchi à fournir. Et je trouvais pas ma voix dans ces radios un peu chaotiques. Ouais. Et donc j'ai Et puis l'idée un surtout, jour c'était d'aller pas très lucratif, quoi. Enfin, on gagnait en pas sa plus. vie en faisant de la radio libre, quoi. Exactement, on sentait bien qu'on n'allait pas en faire vraiment une carrière. Mm. Et en fait, j'ai l'idée d'aller proposer au maire, et plus exactement au premier adjoint de cette longue station balnéaire qui s'appelle Port Barcarès. En fait, c'est un lido, hein, c'est-à-dire c'est un banc de sable entre mer Méditerranée et étang qui s'étend sur une dizaine de kilomètres de long. Mm. Et je constatais que les services d'animation de la ville avaient équipé un camion avec des haut-parleurs sur le Ouais. toit et passaient des informations sur la température de l'eau, sur les taureaux piscines du soir, Ouais, sur il les faisait de la podiums, radio, quoi, etc. pratiquement. Voilà. Ouais. Mais j'expliquais à cette personne, à la municipalité, qu'une fois que le camion était parti, quand il arrivait à l'autre bout de la ville, l'information avait probablement changé, que ça touchait pas tout le monde, que c'était un Mm. peu compliqué. Et je lui propose l'idée d'une radio. Euh, J'essaie en fait, lui faire admettre l'intérêt. Et là, il me dit, moi, je connais rien à la radio, mais enfin, ce que je vais faire pour vous, je vous embauche en tant qu'animateur à la station, mais vous allez vous occuper que de ce projet. Vous avez les services municipaux à votre disposition et vous montez votre radio, puis on verra bien. Et c'est une chance inouïe. Et je crée ma première radio qui s'appelle Radio Barcarès Méditerranée. Je vais faire des très beaux studios, un superbe logo. J'ai la chance inouïe d'avoir la visite de Jean-Pierre Foucault parce qu'il faisait, lui, une Ouais. tournée Ouais. podium le jour de l'inauguration. Ouais. Ça a été un bon signe. Ouais. Voilà, la radio démarrait sous de bons augures et en fait, cette radio a duré quelques années jusqu'à la mise en place des réseaux, etc. Mais Oui. elle m'a permis aussi d'être remarqué, entre guillemets, d'être repéré Ah oui. par un certain Arti Parera, un Ah, ancien de Radio Andorre, ah, oui. qui était en charge pour les radios locales de Radio France de créer Radio France Roussillon. C'est Il ça. Oui, m'écoute, tout à fait. Ouais. il me téléphone en me disant, écoutez, j'ai l'impression que vous avez un potentiel, j'ai très envie de travailler avec vous. Voulez-vous devenir le premier animateur de Radio France Roussillon? Évidemment, ça ne se refuse pas. Et c'est comme ça que je mets un pied dans Dans le service la public en et quelque dans la sorte, radio professionnelle et aussi. dans le service public, effectivement, où Ouais. je resterai un certain nombre d'années. Donc, à Radio France Roussillon, je vais gravir les échelons. D'abord, c'est un décrochage sur France Inter, et puis peu à peu, la station se développe, devient autonome. S'émancipe, développe ses programmes, ouais, comme toutes les radios à Ah, l'époque de Radio France, quoi. Ouais. Mm. exactement. On s'installe non loin du centre du monde, parce que vous savez que Perpignan, c'est la À gare la de gare, Perpignan. surtout. C'est le centre du monde. Ouais. Là aussi, c'est plutôt un bon augure. Et puis, je deviens responsable des programmes de cette station. Je suis ensuite nommé à Montpellier. Et de là, c'est l'opportunité de rejoindre RTL qui s'offre à moi. RTL où je vais être réalisateur d'une tranche importante puisque c'est celle de 8h30 à 10h, animée par Nagui Mm. et Julien Lepers le vendredi. Étonnant, hein, Julien Lepers, que j'écoutais avec mon transistor sous mon oreiller, Sur RMC, ouais. devient en quelque sorte mon musicien, puisque j'en ai été le réalisateur. Et puis je deviens responsable des émissions extérieures de RTL. Donc, je fais de belles tournées en province avec Fabrice, entre autres, et tout ce grand Oui, barnum c'était du, l'époque, oui. du Fabrice, RTL en Nagui, scène. peut-être, qui était sur TF1 à l'époque. Non, c'est Oui. ça, hein? Et puis une radio diffusée par Philippe Labro, c'est un personnage. Oui, Bon, bien quand on sûr. passait dans son bureau, généralement, on en Ouais, c'était le ressortait patron, quoi. Ouais. inspiré. Ouais. Et avec un grand ami également qui m'a permis beaucoup de choses, c'est Alain Thibault, un ancien de Radio De Radio Andorre. Andorre encore. Bon. Comme Avec quoi. un Hein. directeur technique qui s'appelle Jean-Louis Marquet. Donc Oui. j'étais complètement dans mon élément. Oui. Quelques temps se passent et Radio France me rappelle en me proposant de participer à un projet qui est encore un petit peu mystérieux. On est en Oui. 1997. Ça s'appelle le projet Alpha.
Et ce projet alpha qui va se fomenter, qui va naître dans un hall de la maison de la radio, dans lequel on aura installé des bureaux, des algécos, etc., va devenir le Move, La qui radio ensuite jeune. deviendra Move tout court, mais effectivement la radio pour les jeunes publics de Radio France, ce qui fait que cette radio étant destinée à émettre, à s'installer en province, va se retrouver à Toulouse. Ça sera pour moi Oui. l'opportunité de retrouver un petit peu mon sud Ouais, c'est euh, marrant ça comme de boucle. prédilection et je serai l'un des directeurs des Du programmes Move. du. Et puis de là, Ils s'étaient je. installés, vraiment, leur studio était vraiment à Toulouse, Tout à fait, oui, oui. parce que Il, la station locale de Radio France s'était arrêtée, je crois, à cette époque, et c'est le Move qui avait pris la suite. Hein. il y C'est avait, en quelque voilà, il sorte, y on avait avait. embauché le personnel, etc., je crois, hein, c'est ça. Hein. Oui, en partie, bien sûr. Et Ouais. puis, il y avait surtout deux opportunités pour Radio France à ce moment-là. D'abord, cette idée de faire une radio nationale ailleurs que depuis Paris. Oui, Pourquoi Toulouse? c'était Parce que c'était la novateur. première ville étudiante de France après Paris. Oui, c'est vrai. Euh, voilà. Et ensuite, parce qu'effectivement, la radio locale qui disparaissait, qui s'arrêtait, libérait une fréquence qui pouvait être mise à profit de cette Oui, nouvelle ça station. commençait avec très peu de fréquences. Il n'y avait même pas de fréquence à Paris, je crois, pour le Move au tout début, hein, si je me souviens. Hein. Exactement, Hein. exactement. Alors Ouais. par contre, maintenant qu'on en parle beaucoup, Oui. euh, je me souviens qu'en 1997, donc c'est pas tout jeune, on avait une fréquence DAB sur Paris. Ah Bon, il y bon? avait probablement que deux récepteurs, Ah oui? mais, Ah, mais l'expérience est en fait ça, je savais pas du tout. Ça existait déjà. On avait déjà du DAB dans les années tout à fait, 90. tout à fait. D'accord. Et donc il y a eu pour moi cette expérience. Et ensuite j'ai rejoint la direction des études de Radio France. Ça a été petite parenthèse pour moi au niveau des antennes, hein, au niveau des mains dans le cambouis, mais ça a été une parenthèse très enrichissante parce que là, j'ai appris à analyser les antennes, à les comparer, à faire des études, à lire des études, et en particulier les sondages. Et effectivement, je travaillais de façon transversale avec toutes les chaînes sous la présidence de Jean-Marie Cavada. Et nous étions effectivement dans une logique de réflexion sur la radio. Ça m'a permis de prendre un petit peu de recul. Et d'ailleurs, ce recul-là, peut-être l'ai-je mis à profit d'une réflexion personnelle. C'est à ce moment-là que je commence à m'intéresser à l'histoire de la radio et à l'histoire D'accord. de ces radios qui m'ont donné envie, qui ont allumé l'étincelle en quelque sorte de ma passion pour ce métier. Oui, parce qu'on peut dire que bon, faire de la radio, c'est une chose, mais être passionné par l'histoire, il y a très peu de gens de radio qui ont fait leur carrière à la radio comme toi, qui se sont passionnés pour l'histoire de la radio. Bon, il y a René Duval, il y a Franck Thénault, il y en a deux, trois quand même qui ont publié des livres sur l'histoire de la radio, mais finalement très peu. Parce que quand on est dans une ambiance, quand on est dans un métier, on ne prend pas toujours le recul de l'historien pour analyser la radio où on est là Bien aujourd'hui, sûr. quelle est Et son puis, histoire, quel était son passé, quoi. Hein. et puis travailler sur l'histoire, il faut pas oublier, et tu en sais quelque chose, si on en croit la richesse du site que tu nous proposes, ça demande du temps. Ça demande beaucoup de temps, Ah beaucoup oui, de oui. constance, beaucoup d'énergie. On fait pas tous les jours des découvertes et des révélations enthousiasmantes. C'est Ouais. parfois un petit peu laborieux, Mm. pour ne pas dire ennuyeux. Et j'ai pas eu ce temps, et beaucoup, beaucoup de nos confrères professionnels de la radio ne l'ont pas, au-delà même du goût. Hein, du Mm. goût que l'on peut avoir pour ces recherches. Parce que suite aux études de Radio France, je rejoins l'équipe de Sud Radio Ouais. dans un contexte un petit peu difficile. Sud Radio était entre deux propriétaires, entre deux ventes. Donc là, Après, on est dans les années quoi 2000, on est 2000. On est en 2011, 2012, Ouais. 2011, 2012, 2013, et en fait, je sais bien que je vais
au devant, non pas de difficultés, mais probablement d'une déception par rapport à ce que je souhaiterais amener à cette radio. Mais je me dis aussi, je me rappelle cette scène que je raconte au début du livre. Oui, Je me dis, est-ce que le petit garçon qui a eu 12 ans et oui. qui a eu cette révélation dans les studios de Sud Radio peut manquer ce rendez-vous? En fait, c'était un petit peu un règlement de compte avec moi-même, hein. C'était un petit peu Oui, 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 de, je de la comprends. psychologie personnelle et intérieure. Et donc, j'accepte cette mission qui, Oui. comme attendu, ne dure que quelques temps pour rebondir ensuite dans une période au cours de laquelle j'ai Et été... là, excuse-moi, mais là, c'était donc sur Toulouse, alors là. Sud Radio était encore à Toulouse à cette époque. Non, déjà à Paris. Et en Ouais. fait, moi, je faisais le va-et-vient entre les deux sites. Il y avait Oui, il y encore avait quelques... encore un site à Toulouse, quoi, quand Il y même. avait encore un site à Toulouse, dans Il le y avait un quartier de studio encore, Liège. oui. Voilà, et puis à Paris, où Sud Radio, qui faisait partie à ce moment-là de Sud Radio Group, avait Oui, rejoint les autres radios du groupe, oui, c'est-à-dire Latina, Ado, c'est ça. Hmm. D'accord, voilà. c'était cette période. Oui, Et, et- il y a eu beaucoup de changements d'actionnaires hein, à Sud Radio dans ces périodes-là, je crois. Hein. exactement. Ouais, ouais. Et donc, je quitte ce projet un petit peu chaotique en essayant d'avoir fait de mon mieux, mais encore une fois dans des conditions extrêmement complexes. Tu Et sais, je les rejoins, échecs sont des fois plus enrichissants que les réussites. Hein. je suis tout Hein. à fait d'accord. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Et je rejoins d'ailleurs, c'est pour moi l'opportunité qui me conduira jusqu'à ma toute récente et jeune retraite. Hmm. Je rejoins le groupe Media Meeting pour une dizaine d'années. Et Oui, pour moi, c'est une très très belle expérience parce que je trouve au-delà de ce qu'on y fait, qui est extrêmement varié, un premier fournisseur de podcasts et de radios d'entreprise, des radios FM à ce moment-là, une nouvelle radio nationale qui va ah oui, naître. tu travailles pour la société, pour A2PRL, je crois, hein, c'est ça? Et cette agence de C'est presse, une agence de presse, quoi, qui fournissait où des infos aux radios locales, quoi, en fait, hein, c'est il ça, hein. fournit Hmm. toujours, bien sûr, il y a plus de 150 radios qui sont abonnées au flux info Ouais, c'est de intéressant, ça. A2PRL. Ouais. Et c'est très intéressant. Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un du programme, du contenu, Oui. sans jamais avoir été journaliste. Il y Ah a oui. toujours eu une ambiguïté. J'ai jamais demandé ma carte de presse Il n'y a pas de carte de presse, mais enfin, tu es, quand même un journaliste de terrain parce que mais tu as fait ça une oui, fois j'ai partout toujours dans le monde. revendiqué le fait d'apporter du contenu, mais aussi cette liberté par rapport à un ton plus Hmm. divertissant, plus proche peut-être des uns et des autres, et puis pouvoir produire aussi des formats qui vont au-delà du flash info ou du court reportage. Tout cela m'a Hmm. toujours intéressé. Et je me retrouve dans une entreprise où on fait surtout et avant tout du contenu et avec une équipe à laquelle je ne cesse de rendre hommage parce que ce sont vraiment devenus des amis, de gens qui sont formidables déjà sur le plan professionnel comme sur le plan humain, qui est l'équipe créatrice et dirigeante de Media Meeting. Je pense à, à sa présidente, à Frédéric Courtine, et, 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 et je crois que voilà, ça aura été pour moi le moyen et une façon de me recentrer tout en m'épanouissement sur tout ce qui m'aura passionné dans ce métier. J'ai eu l'occasion de présenter des jeux sur des radios locales et de faire gagner des paniers de saucissons. J'ai eu l'occasion de présenter des magazines allant au fond des choses Ouais. d'une heure sur France Culture. Hmm. J'ai eu l'occasion d'être à la une de RTL sur l'émission qui, je crois, était la plus écoutée d'Europe. J'ai eu l'occasion de faire des petites choses très confidentielles sur des radios associatives. Je dois dire que j'ai cette chance. Alors, est-ce une chance ou est-ce ma passion, mon intérêt, ma curiosité qui m'a conduit à tout ça? Probablement un mélange des deux. Oui, Mais bien j'ai cette sûr. chance d'avoir touché à tout. Et je crois, sans prétention, que quand on parle de radio, je commence un peu à savoir de quoi on parle. Donc aujourd'hui, c'est la retraite, si j'ai bien compris.
Oui, mais bon, une retraite active, puisque Ouais. je reste au contact, j'allais dire, du métier au travers de l'école de journalisme de Toulouse, qui est l'une des 14 écoles de journalisme reconnues et que j'ai l'honneur de présider. Très souvent, je suis dans le concret, hein, dans la réalité des choses. Et puis, une retraite qui m'a permis l'écriture de De ce ce livre. second Ah, ça livre, prend du temps, hein. l'histoire de la radio, et au cours de laquelle je mène aussi plein de projets personnels qui attendaient sous la pile des dossiers et qui maintenant euh, voient une priorité réaffirmée, parce que c'est important. Causerie en R. Avec Sylvain Attiel et Jean-Marc Prince. Bien, on va rentrer un petit peu plus en détail dans le contenu de ton livre. Et dans ce livre, il y a quand même un personnage central que tu avais déjà évoqué assez longuement dans un précédent livre qui s'appelait Conquérant des ondes, qui était paru, je crois, dans les années 2000-2008, hein, si je ne me trompe pas, ça devait être C'est ça à ça, peu oui. près. Hein. Qui s'appelle Jacques Trémoulet. Alors, Jacques Trémoulet, Oui, c'était quoi? C'était le patron en fait de deux des radios que tu évoques dans ce livre. La première qui est Radio Toulouse, qui est née dans les années 20, qui a traversé même l'occupation puisqu'elle a émis jusqu'en 1944. Bon, après, en 1944, elle a été obligée de s'arrêter, d'une part parce que toutes les radios privées ont été interdites de territoire en France. Et puis d'autre part, parce que M. Trémoulet a été accusé de collaboration à cette époque. Bon, il a été acquitté par la suite. Et puis il a été aussi patron donc, de Radio Andorre, une radio, moi, qui m'intéresse plus particulièrement parce que c'est l'objet du site que j'ai fait. Donc M. Trémoulet, qui était quand même un personnage, on va dire, controversé. Alors moi, je voudrais vraiment avoir un petit peu ton opinion sur ce personnage, parce que je dois dire que moi, ça fait longtemps que je m'intéresse à cette personne qui a été quand même un des magnats de la radio d'avant-guerre, on va dire, puisqu'il avait tout un réseau de radio en France, en Belgique, puis ensuite en Espagne, etc. Il a passé sa vie à lancer des radios, à inventer des radios, à les faire vivre. Mais c'était quand même un personnage un peu particulier, surtout dans cette période un peu troublée de la guerre, de l'occupation, où quand on avait une radio qui couvrait l'ensemble de la France, ben forcément, à un moment donné, il y avait un contact avec le pouvoir. Et le pouvoir, à cette époque, ben, c'était Vichy, c'était les Allemands, etc. Donc, moi, je voudrais savoir un petit peu quelle est la perception que tu as de ce personnage. Tu en parles assez longuement dans le livre, donc bon, j'ai réussi quand même à bien comprendre ce que tu en pensais, mais je voudrais te l'entendre dire, je voudrais que tu nous en parles un petit peu plus longuement. Alors évidemment, tu connais bien le personnage aussi, tu as résumé beaucoup de choses. C'est un personnage en tout cas qui ne laisse pas indifférent. Je crois que c'est un personnage qu'il faut éviter d'aborder avec les rumeurs déjà, avec un parti pris ensuite et surtout hors contexte. C'est un personnage qui est assez révélateur de ce que devaient être la plupart des grands patrons au L'industrie début, en France. enfin, à la fin des années 30, Ouais. euh, aussi bien dans son comportement que dans, j'allais dire, ses implications. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs facettes. Il y a le Dr Jekyll et Mr Hyde, hein, en Jacques Trémoulet. Il y a le génie de la communication et des affaires, et en particulier de la radio. Il fait partie de ces gens qui inventent la radio moderne. Je me plais à dire en caricaturant un peu, mais pour titiller, que on n'a rien inventé réellement en matière de radio depuis les années 30. Euh, c'est pas loin d'être vrai, en fait. C'est à ce moment-là que ces gens-là inventent tous les formats, tous les concepts qu'on va un petit peu faire évoluer, qui mettent en place ce média qui est actuellement
enfin qui est dans leur période totalement nouveau. Ce sont des martiens, ces gens-là. C'est pour ça que le titre de mon premier livre, c'est Conquérant des ondes. Il y a la conquête de la possibilité d'émission, mais il y a aussi la conquête de qu'est-ce qu'on fait du tuyau qu'on obtient et qu'est-ce qu'on y met dedans. Et ces gens-là inventent la formule, informer, divertir, instruire, entre autres, mais pas que. Ils sont au cœur un petit peu. Moi, je les compare souvent parce qu'en plus, ils se sont beaucoup fréquentés avec les gens qui étaient en train de développer au même moment, quasiment au même endroit, à Toulouse, l'aéropostale. Les Mermoz, les Saint-Exupéry autour de Pierre Latécoère. Oui. Eh bien, les gens de radio, c'est un petit peu les mêmes. Ce sont des martiens à ce moment-là. Le son, on ne sait pas le faire voyager. Voilà, tout comme on ne sait pas passer la cordillère des Andes en avion, on ne sait pas atteindre Paris depuis Toulouse et inversement. Et ce sont ces gens-là qui inventent ça. Et puis, ils ont un sens du public. Trémoulet a un sens de la communication. Et même si c'est pas un personnage populaire, hein, c'est un grand patron Oui, qui est dans le luxe, qui a beaucoup d'argent, etc. Mais il sait comment toucher, le public. pardonnez-moi pour l'expression, le peuple en quelque sorte. Oui, Et, et, et en fait, c'est quelqu'un, par exemple, qui, contrairement à ce que fait la radio publique au même moment, hein, va faire des choses qui sont pas ennuyeuses, va donner envie, il va recruter de l'auditeur. Voilà, il a ce sens de la communication. C'est presque un publiciste avant l'heure, hein, bien sûr. et il met à profit ce nouveau média. Alors après, il y a le côté sombre du personnage, c'est-à-dire que c'est un patron sans foi ni loi, qui va, d'ailleurs, sans loi évidemment, puisqu'il va tout faire pour échapper. euh, Échappé. et l'essentiel de de sa carrière, ça sera ça, hein, Ouais. d'échapper à la loi qui entrave ses affaires. Et puis, effectivement, et le problème ne se serait pas posé, comme dans tous les cas d'ailleurs, si l'actualité n'avait pas été ce qu'elle a été. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé engagé auprès du gouvernement de Vichy. Oui. Alors, déjà, avec une passerelle assez naturelle, c'est que le numéro 2 du gouvernement de Vichy, à deux reprises, Val. il y a eu une petite parenthèse, voilà, Pierre Laval, euh, l'une de ses casquettes, parce qu'il avait plusieurs métiers, cet homme-là, l'une de ses casquettes, c'était directeur de radio. Ouais, Directeur Radio de Lyon. radio. Et ça a été effectivement un de ses collègues proches Ouais. de Jacques Trémoulet. D'où une Assez amitié qui était naturel, ancienne quoi, entre eux, quoi, bien bien avant la sûr. guerre, quoi. Bien sûr, Mm. assez naturellement, évidemment, ils vont avoir quelques affinités et se retrouver. On assiste d'ailleurs dans mon livre à un dîner chez Pierre Laval où Ouais, Jacques ouais, oui, oui. lui raconte Oui, ses là, radios. franchement, on s'y croirait à ce dîner avec les nappes blanches sur la table, l'odeur du cigare, parce que Laval, c'était quand même le cigare, etc. Oui, oui, on est vraiment plongé dans l'ambiance. On imagine bien les deux personnages, quoi, hein, Tout qui à se fait. ressemblaient quand Et même pas mal, finalement, sur beaucoup de points, parce que c'était des gens ambitieux, c'était oui, des entrepreneurs, c'était des gens qui naviguaient au gré du vent, parce que Laval a commencé en étant socialiste, je crois, et puis peu à peu, c'est un petit peu centralisé, et puis pour terminer quand même au gouvernement de Vichy, quoi. Donc, bon, c'est vrai, c'est des personnages qui arrivent à naviguer, mais qui passent leurs affaires en priorité, quoi, hein. Je crois que c'est tout à surtout fait. ça, hein. Donc, avec cet ami, Pierre Laval, Jacques Trémoulet va également tenter de protéger Radio Andorre parce que les nazis, les Allemands souhaitent avoir un outil de propagande pour le bassin méditerranéen et une radio comme Radio Andorre qui émet en ondes moyennes sur toute cette zone-là Ouais, est l'Afrique forcément. du Nord, toute l'Europe, quoi, hein. Exactement. Ils vont donc insister pour racheter la radio, pour avoir des participations et après
face au refus de Trémoulet et aussi des Andorrans qui n'auraient pas laissé faire ce genre de choses, qui tenaient beaucoup à leur neutralité pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, ils vont se retrouver dans une situation où Pierre Laval va échafauder le projet de créer spécifiquement une radio pour leur offrir, entre guillemets, cette possibilité d'émettre sur le bassin méditerranéen. Et ça va être, sous de bien mauvais augures, la naissance de Radio Monte-Carlo, que de la même manière, on va trouver une principauté pour émettre en dehors du territoire français, mais vers l'ensemble du territoire. Et c'est comme ça que Radio Monte-Carlo va naître sous l'égide de la Sofira, une société qui nous servira par ailleurs, avec un petit D à la fin, ça deviendra Sofirad, nous servira à créer Sud Radio. Alors, ce côté sombre de... La société, en fait, a été créée, la Sophia, en partie par Jacques Rémoulet. Et quand Oui, elle deviendra la ça a Sophia, été un des premiers administrateurs. ça sera l'ennemi numéro un du groupe Trémoulet, quoi. Exactement, exactement. Mais on trouve dans cette histoire d'ailleurs, je ne vais pas faire du hors-sujet là, mais on trouve comme ça des contradictions que le temps révèle en fait finalement. Et donc voilà ce qu'on peut dire de ce personnage qui effectivement à la suite de la libération va être confondu, jugé euh, et alors j'ai eu une chance très particulière. J'ai demandé une dérogation au ministère de la Culture pour accéder au dossier juridique du procès Trémoulet. Ah, Et oui, effectivement, c'est intéressant, parce que moi, j'ai jamais réussi à mettre le nez alors dedans totalement. euh, effectivement, c'est des documents qui sont, et on comprend pourquoi, et on comprend encore mieux pourquoi quand on les lit, qui sont sous embargo. Et en fait, j'ai demandé une dérogation directement au ministre de la Culture il y a une quinzaine d'années déjà. Euh, alors, il faut répondre à des tas de questions. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Pourquoi allez-vous publier? Etc. Et finalement, j'ai pu accéder à la minute, aux notes du greffier pendant le procès. C'est ce qui me permet de raconter ce procès. Ça me permet de raconter dans le livre ce procès parce que je n'invente rien. Voilà, je me tire complètement des notes prises par le greffier et les journalistes à ce moment-là. Et c'est vrai que on a le sentiment quand même d'un dossier un petit peu bancal, le sentiment d'avoir un Jacques Trémoulet que je ne souhaite pas personnellement. Et je n'aurais aucune raison de le faire d'ailleurs réhabiliter. La justice fait son travail, mais effectivement que ce procès est volontairement à charge et qu'on a décidé d'avoir la Il tête de faut Trémoulet. préciser qu'il D'ailleurs, n'assistait pas à son procès non plus, c'était un procès par contumace. exactement. Et d'ailleurs, il est par la suite acquitté parce que effectivement, l'une De preuve. l'un des témoins, la pain blanc, se dédie. Bon, Mais je c'était raconte aussi une Madame l'explique Karamazov, je crois, je sais plus, Casamajou dite la pain euh, blanc. Ouais. qui effectivement utilise aussi Radio Andorre pour les passeurs, avec les passeurs ariégeois. Alors voilà, il y a le côté sombre de Trémoulet qui va accentuer, il va pas hésiter, il va mettre le paquet derrière parce qu'une fois exclu de la France, bien que acquitté, il n'y remettra quasiment pas les pieds, eh bien il va se réfugier dans l'Espagne franquiste et ses arcanes radiophoniques et continuer, j'allais dire, à profiter du système. Je dis bien profiter du système parce que je suis quasiment persuadé, après avoir interrogé ses proches, après avoir euh, euh, visité le maximum d'archives possibles, après avoir mis tout ça en perspective, qu'il n'avait pas spécialement de volonté politique, d'expression politique. Il voulait faire son commerce, il voulait sauver ses radios, sauver ses entreprises florissantes, il faut bien le dire, éventuellement sauver ses personnels. Et effectivement, c'était un grand opportuniste. Mais j'y reviens, moi, encore une fois, on est
pas juge de ces choses-là. Il y a des instances officielles qui l'ont fait, mais c'est un personnage qui laisse pas Dans notre indifférent. époque, c'est facile aussi de juger, je veux dire, une époque qu'on n'a pas traversée nous-mêmes. Est-ce que nous, quelle aurait été notre attitude à cette époque-là? Est-ce qu'on aurait eu une attitude semblable à la sienne? Rien n'est écrit d'avance, hein. Alors par contre, il a suscité des haines farouches. Ouais, Il a eu des opposants, et pas des moindres, oui. extrêmement forts, comme en particulier Louis Noguer, hein, qui est un avocat, L'avocat, en homme fait, de la partie politique, verte, quoi. voilà, président du Conseil général des Pyrénées-Orientales, juge dans les affaires de la libération, qui va aller, tu le sais, jusqu'à écrire un livre. Enfin, en fait, c'était un livre qui n'a pas été vraiment diffusé dans le grand public, mais on va dire un tract de luxe pour les influents, les personnages politiques et influents de l'époque, dans lequel il va très loin, parce il va même sans hésiter, et en le disant quasiment ouvertement, accuser Trémoulet de meurtre, et en particulier du meurtre du directeur de la radio nationale Toulouse, Pierre Clément, qui effectivement, euh, voilà, sera encore une fois non prouvé. Voilà. Donc moi, à la fin de ce livre que je veux le plus juste possible, même si tout cela est, comme tu le précisais, romancé, etc., je me permets quelque chose d'un peu moins rigoureux, et je me permets de partager un rêve euh, euh, qui est celui d'un dîner que j'aurais organisé Ah, en ça, principe j'ai vraiment apprécié ce passage. C'était vraiment marrant, ça. Ouais. avec tous les grands acteurs. Un dîner dont on endort à l'hôtel des Pyrénées, dans un restaurant qui s'appelle 1940, où tu te retrouves, toi, personnellement, en face du général de Gaulle, de Jacques Trémoulet, de Noguer, dont on vient de parler, de Lydia Linares, qui était la grande speakerine de Radio Andorre, et tous ces personnages dialoguent avec toi. Ça c'est mon rêve, tu vois. Ah oui, ben, C'est mon rêve. Et pour toi aussi. Ouais. C'est bien sûr. vraiment sympa, là. Alors, chacun, il dit sa vérité, quoi, hein. Sûr. Et je résume à ma façon un petit peu ce que je pense, parce que c'était ça ta question de départ. On a beaucoup digressé, mais qu'est-ce que je pense vraiment de Trémoulet? Trémoulet me pose une question. Il me dit, ben, vous qui vivez au 21e siècle, est-ce que la radio existe toujours? Et grosso modo, si oui, bon, voyons qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Oui, c'est ça. Voilà pour moi qui était Trémoulet, c'est-à-dire un entrepreneur, génial inventeur de la radio, et, et je veux en rester là personnellement, parce que le reste, c'est beaucoup trop lourd pour, je veux dire, formuler un jugement, avoir un avis, et je crois que euh, c'est ce que l'histoire doit retenir, en tout cas dans l'approche que nous en avons nous. Voilà. OK. Alors, Trémollet a eu un associé aussi à tout début qui s'appelait Léon Kerskowski. Bon, c'était un personnage Oui. très différent, je crois. Tu peux nous en dire deux mots de ce duo Trémollet-Kerskowski, parce qu'en fait, la radiophonie du Midi, qui était en fait le groupement qui contrôlait Radio Toulouse et puis toutes les radios qu'ils ont affiliées en France. Il y a eu Radio Montpellier, Radio Agen, le Poste de l'Île-de-France, Radio Bordeaux Sud-Ouest, enfin bref, il y a eu un tas de radios qui sont rentrées dans le giron Trémoulet. C'était le giron Trémoulet-Kierskovski. Alors, comment fonctionnait un petit peu ce duo-là, quand on connaît le personnage de Trémoulet qui est assez autoritaire, qui partage pas trop le pouvoir, il y a quand même eu une sorte d'entente entre ces deux personnages qui étaient. Bien sûr, bien sûr. Alors, Léon Kirkowski est surtout présent au début de l'histoire, en quelque sorte, hein. Il sert à Jacques Trémoulet, qui est très jeune, qui a une vingtaine d'années lorsqu'il démarre ses entreprises de radio. Il apporte son expérience, il apporte également je veux dire, ses capacités techniques, puisqu'il possède à Toulouse, après avoir été journaliste parlementaire, réfugié dans le sud pour soigner son asthme, il possède à Toulouse un magasin qui s'appelle le Comptoir Radio, où on est un petit peu à l'affût de toutes les nouveautés, et où on vend.
poste au début avec un peu de mal parce que on a bien des récepteurs, mais il n'y a pas d'émetteur, il n'y a pas de radio à On ne écouter. rien écouter en fait. On avait beau avoir un récepteur, s'il n'y avait pas d'émission à écouter, ça ne servait Et à rien. Trémoulet le rejoint, et c'est ensemble qu'ils échafaudent leur projet et cette idée. Et Léon Kierkowski va être l'associé principal, celui qui sera toujours aussi peut-être un petit peu celui qui va retenir les choses, le modérateur, C'est ça. le de l'histoire. Mais au fur et à mesure de l'avancée des événements et des années, Léon Kierkowski, qui est beaucoup plus âgé que Jacques Trémoulet, va se retirer petit à petit des affaires. Il va très mal vivre la période de la guerre et celle Oui, de il la peut être libération. soupçonné d'être Il juif va, en fait. voilà, il va se réfugier et en Suisse et sur la Côte d'Azur, vivre de ses rentes parce que les deux, le couple d'associés aura fait très largement C'est une fortune. fortune quand même colossale en Et une et vingtaine laisser d'années. essentiellement Jacques et gérer les affaires. Mais on a un peu de mal aussi à savoir exactement tout ce qu'il a apporté, parce qu'il était beaucoup plus discret. Il y a Ouais. très peu de traces, très peu d'archives le concernant, comme tu le sais. Et en fait, j'allais dire, c'est l'associé de l'ombre, hein. Souvent, comme ça, dans les équipes, on a celui qui prend la lumière, qui prend les décisions éclatantes, etc. Et celui qui est un peu plus à l'arrière et qui soutient tout ça. Donc les deux vont créer en 1925 la première radio que tu évoques donc, dans ce livre, puisque on procède de manière chronologique, vont créer en 1925 Radio Toulouse. Alors, Oui. parle-nous un petit peu de Radio Toulouse, parce que c'était plus qu'une radio locale, Radio Toulouse. Elle avait un Et émetteur oui, dans un premier temps à Toulouse, à Valma, dans les périphéries ouest, je dirais, de Toulouse. Ensuite, cet émetteur, opportunément, a subi un incendie, a brûlé, et ce qui a donné l'opportunité à Trémoulet d'avoir un émetteur beaucoup plus puissant dans le Tarn, à Saint-Aignan, si je ne me trompe pas, qui couvrait véritablement l'Europe entière. Donc, en dehors même, je dirais, du fait que les émetteurs en moyenne à cette époque nous permettaient de couvrir un continent entier, qu'est-ce qui explique que cette petite radio Toulouse, née en 1925, a eu une popularité presque mondiale, enfin au moins européenne, en dehors qu'on pouvait effectivement la capter dans une condition de la Scandinavie jusqu'à l'Afrique du Nord, quoi, hein, grosso modo. bah, ça nous ramène, Jean-Marc, à une de tes précédentes questions concernant Trémoulet, qui était vraiment Jacques Trémoulet. Et quand je dis c'était quelque part un génie de la radio, c'était un personnage doué en termes de communication. Et ce qui fait le succès de Radio Toulouse, c'est la qualité entre guillemets, de ces programmes. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment adaptés aux attentes des gens, beaucoup de ruraux à l'époque, hein. Alors, la météo, des infos concernant les cultures, le cours du blé, des récoltes, etc. Et puis un ton très populaire, on parlait aux gens sans leur faire forcément de grandes conférences doctes et scientifiques sur un ton très universitaire. On leur parlait Par des presque radios à cette comme époque. voilà, comme au bistrot du coin. Et je crois que ce qui fait le succès de Radio Toulouse, au-delà de sa performance technologique que tu as souligné, qui était aussi remarquable et remarquée, c'est la qualité de ses programmes. Et puis un personnage aussi au début. Il y a tout. Le langage international par définition. C'est-à-dire qu'une radio qui est très musicale, bon, peu importe le langage qu'on comprend, qu'on soit suédois ou marocain, la musique, c'est la musique, quoi, hein. Et il y avait quand même une session de 15 minutes de musique qui était, et puis de la musique populaire, quoi. Enfin, ce qu'on Et appelle la puis, chanson légère à l'époque, hein, c'est ça. N- N'oublions pas aussi que nous étions à une espèce de sommet de la francophonie à ce moment-là, hein. Oui, c'est C'est-à-dire que vrai aussi. partout, Il y avait partout en Europe, on- voilà. Et donc, il y a un petit coup de pouce aussi qui est donné par, alors c'est un coup de chance aussi, mais par qui de la poule ou de l'œuf, mais on a la naissance d'une grande star de la radio aujourd'hui
complètement oublié, mais qui s'appelle Jean Roy, qui est un comédien un peu raté, c'est-à-dire c'est quelqu'un dont on veut pas trop sur les scènes, y compris dans les théâtres régionaux, mais qui trouve sa place ici à Radio Toulouse parce que à ce moment-là, on a des micros qui sont extrêmement moins performants qu'aujourd'hui, et il faut déclamer, il faut du coffre, comme on dit. Les comédiens, on a l'habitude de parler fort, quoi. Hein. Voilà. Et puis, il faut articuler, enfin voilà. Et donc, effectivement, un rôle qui revient parfaitement à un comédien. Et ce fameux Jean Roy va donc être la voix de Radio Toulouse. Il roule les airs, hein, il a un accent très rural et très toulousain, si j'ose dire. Et beaucoup de gens vont s'identifier à ce personnage. On prétend qu'il recevra des sacs entiers de courrier postal tous les jours. Il fait la une de nombreux magazines et de nombreux journaux à l'époque. Et puis c'était un personnage aussi qui était un gros gaffeur. Hein. Il est assez drôle parce que en fait, on a des multiples exemples des gaffes qu'il peut faire à l'antenne. Mais juste une anecdote. Par exemple, on lui transmet un jour le bulletin météo, un bulletin écrit un petit peu à la va-vite, avec des abréviations, des raccourcis, et dans lequel on écrit il va tomber quelques flocons de neige sur Toulouse, et le quelque, on l'écrit avec deux Q, hein, voilà, pour raccourcir le mot, et lui il va lire il tombera 99 flocons de neige sur Toulouse. Voilà, et voilà ce qu'il était capable de dire. Euh, il n'a pas bien supporté la période de la guerre, la libération. Il est vite tombé dans la dépression, Jean Roy, et il va quitter ce monde et surtout quitter l'histoire de la radio quelque part. C'est-à-dire que aucun hommage. Voilà, il est un des oubliés de cette histoire. Bien. Bon, bah écoute, il me reste encore 99 questions à te poser. On va passer à l'histoire, à la création de Radio en Or, parce qu'en fait, c'est la même équipe. Bon, sans Jean Roy, parce que Jean Roy était toujours à Radio Toulouse, donc durant toute l'occupation encore, donc jusqu'en 44, comme tu viens de nous le dire. Donc, Jean Roy, lui, n'a jamais participé à Radio Andorre. Il y a eu d'autres de ses collègues de Radio Toulouse qui se sont retrouvés sur Radio Andorre et Nombreux. durant l'occupation, pour des raisons qui leur sont propres certainement, mais qui les obligeaient peut-être à quitter le territoire. Et puis et aussi après la libération, parce que là aussi certains ont été les malvenus en France et se sont retrouvés curieusement au micro de Radio Andorre en 1945. Donc Radio Andorre s'est créé donc en 1939. Tu peux nous dire deux mots sur les circonstances qui ont fait que Trémoulet a souhaité créer une radio en dehors du territoire français et pourquoi en 1939 et comment tout ça s'est passé. Alors, on est là quand même dans un contexte essentiellement politique on est dans la période où Trémoulet entrevoit des menaces sévères, sérieuses sur son empire radiophonique franco-français. On va arriver au Front populaire, fait partie des 200 familles hein, les plus riches ciblées effectivement par le mouvement. On menace de plus en plus de revenir au monopole d'État ou en tout cas de lever les quelques autorisations de radio privée qu'on avait consenties quelques années auparavant. Et il faut trouver une formule et la formule euh, que Trémoulet participe à inventer d'ailleurs, c'est celle de la radio périphérique. Qu'est-ce que c'est que la radio périphérique? Eh bien, puisque la radio est menacée ou interdite en France, la radio privée, cela va de soi, l'idée c'est d'aller créer une radio à l'extérieur du territoire français, si possible dans un tout petit pays qui se revendique neutre parce qu'une grande puissance étrangère ne le permettrait pas. On va donc créer une radio dans un de ces petits territoires, mais les ondes n'ayant pas de frontières, on va pouvoir continuer à émettre sur le territoire français. Voilà ce que c'est que la radio périphérique. Il y en a une qui naît au Luxembourg, ça devient
Radio-Télé Luxembourg, RTL. On a vu qu'on a créé Radio Monte-Carlo à Principauté de Monaco. Et la Principauté d'Andorre est évidemment en plus perchée sur les hauteurs, un territoire tout à fait approprié à ce projet. Et c'est comme ça que Jacques Trémoulet va créer Radio Andorre. Mais les Andorrans, s'ils sont toutefois disposés à accepter le principe d'une radio périphérique sur leur territoire, ne souhaitent, c'est tout à fait légitime, n'en donner je veux dire, la concession qu'à un Andorran. Et il y a cette fameuse question qu'on se pose toujours, qui de Trémoulet ou de l'Andorran en question, c'est-à-dire Villa Ribes. voilà, Monsieur Ribes va être à l'origine de Radio Andorre. Je sais qu'il y a plusieurs thèses sur cette question. Moi, je n'ai strictement aucun doute. Alors, j'avance ça hein, au risque de me tromper, mais je n'ai personnellement aucun doute. J'ai vraiment une conviction affirmée que voilà, le concessionnaire, en fait, n'est qu'un prête-nom et que c'est vraiment Trémoulet qui est là d'ailleurs. Parce que quand on- on observe la situation, y compris professionnelle et financière en question de cet homme-là, on a un peu de mal à considérer, même si c'était pas un paysan endorant, je veux dire dans le besoin, qu'il puisse avoir un projet comme ça. Et puis et surtout, à un moment donné, pour créer sa radio, il l'emprunte auprès de qui? Ben, auprès de Jacques Trémouet et Léon Kierzkowski, ce qui, sans être une preuve flagrante, est quand même un bel indice de présomption par rapport à cette histoire-là. Et donc, voilà comment va naître Radio Andorre dans un contexte tout à fait particulier, mais là encore, incroyable manipulation, enfin magnifique manœuvre et entrepreneuriale et radiophonique, bien évidemment. Bah, écoute, je partage vraiment ton avis sur ce sujet. Bon, on avait d'un côté un homme de radio qui avait d'ailleurs été un des premiers, qui avait tenté de créer Radio Luxembourg, hein. Il avait été doublé malheureusement par une autre entreprise française aussi qui a eu la concession de la Radio Luxembourg au Luxembourg. Mais donc depuis 1929-30, Trémoulet avait quand même dans l'idée de créer une radio périphérique. Donc ça, c'était quand même quelque chose qu'il avait déjà en soi depuis un certain nombre d'années, parce qu'entre 1929 et 1939, création de Radio Andorre, c'est quand même passé 10 ans. Bon, peut-être que l'Andorre, en 1929, n'était pas encore prête, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, ou très peu. Bon, il n'y avait pas de téléphone, les routes étaient en très mauvais état. Enfin, il y avait des conditions techniques qui étaient quand même assez difficiles. C'est vraiment un pays très difficile d'accès. Puis l'électricité s'est mise en place progressivement dans les années 30, on va dire. Alors peut-être qu'en 39, là, compagnie d'électricité de l'Andorre, qui s'appelait la FASA, avait construit une centrale qui permettait de faire, parce que ça consomme hein, une station moyenne ou courte, avait mis en place une structure, on va dire, une infrastructure plutôt, qui permettait à une station d'émettre, mais c'était peut-être pas le cas 10 ans avant. Donc je pense que dans son idée attribuée depuis toujours, puis à Toulouse, c'est quand même à côté de l'Andorre, je pense qu'il avait quand même conscience que l'Andorre existait et que c'était une possibilité. Bon, peut-être aussi difficile politiquement parce que elle avait un mode de fonctionnement, la principauté d'Andorre, elle avait pas encore de constitution, elle héritait d'un système féodal, donc c'était un petit peu compliqué de pouvoir s'immiscer dans tout ça. Mais bon, on avait d'un côté donc Trémoulet, qui était un homme de radio, qui avait déjà une quinzaine de radios à son actif, et puis de l'autre côté, un citoyen andorran qui a donc hérité, entre guillemets, de la concession de la radio par le Conseil général d'Andorre, mais qui avait lui aucune expérience en matière de radio parce qu'il était industriel du textile, je crois, en Espagne, à Barcelone. Il était andorran, mais il travaillait à Barcelone. Et puis, il n'y avait aucun fonds financier pour financer cette radio. Donc, ça me paraît assez évident que l'initiative est venue de Trémoulet et que probablement il a cherché effectivement ce personnage pour pouvoir, bon, qui a malheureusement n'ai même pas vu naître la radio parce qu'il est décédé quelques années avant même la naissance de Radio Andorre, hein. Enfin, c'est son genre qui a pris la suite. Mais pour moi, je partage complètement ton avis sur le sujet. Et Trémoulet avait de toute façon tout intérêt à laisser planer cette ambiguïté, hein.
Causerie on air avec Sylvain Attiel et Jean-Marc Prince. Bien, alors on va passer à la période un petit peu de la guerre, parce que là aussi ça a été objet de polémiques très diverses. On a accusé Radio Andorre dans la presse, j'ai beaucoup d'articles de presse, dont il y avait la presse collaborationniste qui accusait Radio Andorre d'être financé par l'international communiste. Il y avait les gens qui étaient dans la résistance qui accusaient Radio Andorre d'être plutôt au service des nazis. On avait même dit que c'était les nazis qui avaient financé la station, ce qui est complètement faux. Ensuite, on lui a reproché, enfin les uns lui ont reproché de guider les avions anglais par son émetteur, les autres lui ont reproché au contraire d'être en relation avec les sous-marins allemands dans la Méditerranée. Enfin bref, on l'a accusé de tout et de son contraire pendant toute la guerre. Bon, on sait que Radio Andorre, c'était une radio essentiellement musicale, c'est-à-dire il n'y avait pas d'information, donc pas de propagande évidemment, pas d'information, très peu d'émissions parlées, c'était simplement l'annonce des disques et la désannonce du disque en français et en espagnol. Donc, pas vraiment beaucoup de place pour laisser passer des messages de propagande. Mais enfin, la propagande, elle peut être parfois sournoise, elle peut être parfois justement dans les disques qu'on passe aussi. Hein, Alors, je voudrais, moi, avoir ton sentiment sur ce que tu penses. Est-ce que, à ton avis, Radio Andorre a quand même fonctionné pour une cause ou pour une autre? Est-ce qu'il n'y avait pas quand même des choses discrètes qui n'apparaissaient pas comme ça à première vue à l'antenne, mais est-ce qu'elle a quand même roulé pour une cause, bon, les nazis ou Vichy, ou au contraire les forces anglo-saxonnes? Enfin, pour toi, est-ce qu'il y a eu une position qui était peut-être pas évidente, mais qui était quand même sous-jacente? Je pense que la véritable position de Radio Andorre, ça a été celle de son propre intérêt. Et en fait, euh, Jacques Trémoulet avait tout intérêt à conserver, privilégier la neutralité de sa station. Euh, D'ailleurs, il le déclare à plusieurs reprises et tout le reste, c'est fantasmes, rumeurs. C'est vrai que ça aurait été une histoire encore plus belle, déjà qu'elle est magnifique, que cette radio puisse guider des sous-marins d'un côté, des avions d'un autre, etc. Non, je ne crois absolument pas à tout ça. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a ni d'un côté ni de l'autre, ni dans les services secrets étrangers, ni dans les archives concernant directement la station, quelque chose qui puisse laisser paraître ça, ni même des témoignages, j'allais dire humains, de gens qui ont il y a quelques années encore, ils étaient accessibles, vécu ça, qui soit sérieux. Par contre, oui, il y a un véritable engagement, là, dont on est sûr, c'est que Radio Andorre, au travers d'une de ses émissions, on appellerait ça aujourd'hui une émission de dédicace, hein, c'était le disque des auditeurs à la demande, etc., utiliser ces antennes pour passer des messages codés au travers des chansons euh, pour les réfugiés espagnols, les réfugiés catalans de Barcelone, qui étaient chassés par le régime de Franco et qui venaient se réfugier en France. Eh bien, la station étant frontalière, bien sûr, et mettant sur les deux territoires, d'ailleurs dans les deux langues, était particulièrement adaptée pour passer des messages qui étaient des messages qui étaient juste destinés à rassurer, à indiquer une arrivée à bon port de telle ou telle famille, de telle ou telle personne. Bah, si vous entendez cette chanson, c'est que je suis bien arrivé à Ax-les-Thermes ou à Port-Vendre, ou voilà, des choses comme ça. Et de fait, c'est à peu près la seule chose. D'ailleurs, il y a même un paramètre, j'allais dire, purement technique. Comment Radio Andorre aurait pu guider, aider des sous-marins pourquoi faire, pourquoi dire, pourquoi leur dire, comment, voilà. Donc je pense que tout ça, c'est aussi
à remettre en perspective avec l'histoire plus générale de la radio, parce que effectivement, au même moment, on a quand même une radio, la BBC à Londres, qui passe, elle, des vrais messages. Mais je veux dire, c'est revendiqué, c'est assumé, et effectivement, tout cela peut être décrit avec précision, avec des preuves, etc. Concernant Radio Andorre, je ne suis pas du tout personnellement sur cette thèse, non. Je pense qu'effectivement, enfin, cette histoire des disques qui étaient passés, enfin, il n'y avait même pas de message crypté, c'était le titre du disque qui disait, voilà, si tu entends ce disque sur Radio Andorre, ça veut dire que je suis passé du bon côté de la frontière. On a retrouvé aussi d'ailleurs, dans le cas contraire, des Français des jeunes Français de 20 ans qui fuyaient le STO, le travail obligatoire en Allemagne, qui allaient se réfugier en Espagne pour y échapper, et qui avaient dit à leur famille, si vous entendez sur Radio Andorre telle chanson, ça voudra dire que je suis bien arrivé en Espagne, quoi, hein. Donc il n'y avait même pas de mots pour le dire, c'était simplement le titre du disque. Donc ça pouvait comme dans l'autre, c'est-à-dire que ça pouvait marcher pour des gens qui fuyaient le nazisme, comme ça pouvait marcher pour le cas contraire. D'ailleurs, Trémoulet l'avait même utilisé quand il s'était échappé dans les années 44, en 1944, quand il était venu se réfugier en Andorre puis en Espagne. Il avait dit à sa famille qui était restée côté France, si vous entendez le chapeau de Zozo de, sur la station, ça voudra dire que je suis bien arrivé en Andorre, sain et sauf, et que tout s'est bien passé. Bon, je crois que c'est effectivement la seule chose qui a été prouvée après-guerre, que effectivement des messages passaient de cette manière, mais c'était pas. Même Radio Andorre et les speakers de Radio Andorre n'étaient pas au courant du message qui passait à travers le disque qu'ils allaient mettre sur. Non, mais bon, voilà, c'est un joli fantasme, une jolie rumeur, une jolie légende, mais qu'il faut prendre avec précaution. Et ça paraît fou, hein, de parler de ce genre de choses à l'heure où on reçoit 300 SMS par jour, hein. C'était un autre monde où là, effectivement, c'était compliqué quand on vivait malheureusement une aventure comme celle-là, de communiquer avec les siens. Bien, on va passer tout de suite un petit peu à l'histoire de Sud Radio. Alors, Radio Andorre, donc on sait qu'elle a continué son programme après-guerre, quoi qu'il arrive, mais comme le gouvernement français gaulliste n'arrivait pas à la contrôler, puisque bon, c'était resté une radio totalement indépendante dans une principauté qui était aussi indépendante, quoique elle dépend de deux coprinces qui étaient le général de Gaulle d'un côté et puis l'évêque d'Urgell de l'autre, mais c'était quand même le conseil général et la principauté. Les lois de la France ne s'appliquaient pas sur le territoire de la principauté. Donc les gens qui travaillaient en Andorre étaient protégés de la justice française si des fois ils étaient poursuivis par la justice française. Et donc Radio Andorre a poursuivi de manière totalement indépendante du pouvoir français, contrairement aux autres stations périphériques. Radio Luxembourg qui est devenue RTL. Ensuite, il y a eu effectivement Europe 1 également, qui a aussi été contrôlé indirectement, on va dire, par le pouvoir. Radio Monte Carlo, qui appartenait à la Sofira, qui était passée dans les mains du gouvernement français. Et en 58, la France, qui n'avait rien réussi pour faire taire Radio Andorre. Ils avaient tout tenté, hein. Ils avaient bloqué la frontière andorrane, ils avaient fait du brouillage en 48 contre Radio Andorre. D'ailleurs, même un tribunal a reconnu que la France était dans son tort avec ce brouillage. Enfin bon, bref, ils ont essayé toutes les tentatives d'intimidation. Et finalement, ils se sont dit, les Français, bon, on a donc une société qui crée des radios à l'étranger, qui est la Sofirad, qui gère Radio Monte Carlo, qui va gérer aussi ensuite Europe 1. Cette société, Sofirad, va créer une radio concurrente en Andorre, va s'installer en Andorre, concurrencer Radio Andorre sur son terrain, c'est-à-dire sur le terrain de la régie publicitaire, c'est-à-dire des ressources qui sont à la base de tout dans une radio privée, va lui faire une concurrence au niveau des programmes, au niveau de l'émetteur, de la puissance de l'émetteur, des animateurs qu'on va embaucher. Souvent, on prenait d'ailleurs les meilleurs de Radio Andorre, on leur offrait un petit salaire supérieur à ce qu'ils avaient sur Radio Andorre pour les faire venir à Sud Radio, qui n'était pas très loin, à Andorre-la-Vieille. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette création? Donc, c'était en 58, je crois que les premières émissions régulières ont commencé, mais ça a été quand même une sacrée galère, hein, on va dire, parce que les Andorrans ne se sont pas laissés faire. Ils avaient quand même une radio, ils n'avaient pas envie forcément d'avoir une deuxième radio, encore une fois dirigée par des Français. Donc,
comment s'est passé un petit peu cette arrivée de Sud Radio, qu'on n'appelait pas encore Sud Radio, puisque le premier nom c'était Andorre Radio, c'est pour dire, hein, comme quoi ils voulaient vraiment concurrencer Radio Andorre. Hein. Radio Andorre, on l'avait appelé Andorre Radio, en utilisant le même logo quasiment, la même calligraphie. Comment s'est passé un petit peu cette arrivée d'Andorre Radio, Sud Radio en Andorre? Bah, tu nous as apporté, tu as dit beaucoup de choses. En effet, moi je compare souvent ça je transpose souvent ça en mer, en fait. Tu sais, on a les pirates et les corsaires. Le pirate, c'est un voyou, voleur, qui est indépendant, hein, qui travaille pour lui-même. Et le corsaire, c'est le même, mais qui travaille sous couvert d'un État ou d'un... Voilà. Radio Andorre est considérée comme radio pirate, c'est pour ça qu'on la brouille. Eh bien, on va créer, on va trouver comme solution le même format, hein, en fait, mais euh, soutenu par le gouvernement français. Euh, et Sud Radio va devenir une radio corsaire. Euh, bon, alors, c'est vrai que cette histoire, quand même, va s'installer sur la durée, dans la douleur. Il y a des gens très importants qui vont s'amener. D'abord, tous les coprinces français d'Andorre, c'est-à-dire tous les présidents de la République qui vont se succéder, certains étant plus enclins à se battre sur ce dossier que d'autres. Hein. Vincent Auriol sera vraiment aux manettes, très énervé parce qu'il aura vécu de près Il venait de les la affaires région, déjà, il y avait déjà un antagonisme ancien. Hein. de Muret, Muret qui a toujours accueilli d'ailleurs l'émetteur principal de la radio d'État, qui était concurrente à Radio Toulouse, donc il a bien connu les méthodes et les succès, et peut-être les a-t-il jalousés un peu, ou les craint politiquement, de Jacques Trémoulet. D'autres, comme René Coty, seront plus, voilà, plus distants sur le sujet, moins impliqués, dirons-nous. Euh, le général de Gaulle va également s'en mêler en tant que coprince, et c'est sous son règne, si je peux me permettre l'expression, que les choses vont s'installer de façon aboutie et définitive. Et puis on a d'autres hommes politiques importants, hein, comme François Mitterrand, par exemple. C'est lui, tu parlais du brouillage de Radio Andorre, c'est lui qui, à cette période-là, est ministre de l'Information de l'époque, et qui va donner l'ordre de brouiller Radio Andorre. C'est l'émetteur de la radio publique de Bordeaux qui va accomplir la tâche. Et c'est quand même étonnant, paradoxal, tout à fait étrange de considérer et de constater que c'est ce même homme, François Mitterrand, qui 20 ans plus tard, alors qu'il faisait brouiller Radio Andorre, va libérer la FM. Bon, comme quoi, Ouais, on peut changer effectivement d'avis dans une vie, bah, c'est humain. Euh, pour résumer, donc finalement, il a fallu quand même quelques années avant que Sud Radio puisse se construire, parce que, déjà, il y avait le premier impératif, c'était de construire un émetteur dans un pays qui est quand même très montagneux. Donc, il y a eu plusieurs tentatives. Il y a eu un premier émetteur qui n'a pas donné satisfaction, puis ce magnifique émetteur du Pic Blanc qui a été construit, et puis qu'on devine quand on arrive en Andorre à la frontière. Voilà. Puis ensuite, il y a eu surtout le parcours juridique, enfin politique, on va dire, avec le Conseil général d'Andorre qui était opposé, bon, et qui a freiné des cas de fer pour que cette radio ne s'installe pas. Et puis finalement, donc en 58, Sud Radio a enfin pu émettre. Alors, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans ton livre, c'est que non seulement sur la trame historique que tu déroules, il y a aussi, c'est aussi bourré d'anecdotes. Et sur Sud Radio, bon, en plus tu as travaillé toi à Sud Radio, mais sur Sud Radio, il y a des anecdotes qui m'ont particulièrement amusé. Il y a l'histoire, bon, il était comment dire, malvenu que les animateurs de Sud Radio aient des relations avec ceux de Radio Andorre, parce que les directions n'étaient pas très chaudes. Mais il y a eu quand même des rencontres. Alors, tu en évoques une entre notre ami David Gérard, qui participe souvent à nos émissions ici, voilà. Et puis un animateur. Alors David Gérard était
Radio Andorre à l'époque, et puis un animateur de Sud Radio qui était Didier Joël, je crois, hein. Oui, c'est ça, c'était Didier Joël. Alors, ils se sont rencontrés, puis ils ont fait un petit pari ensemble, mais on va pas tout déflorer, toutes les anecdotes, parce que je laisse les lecteurs les découvrir dans le livre. Par contre, il y en a une, j'aimerais vraiment que tu nous en parles, parce que moi, elle m'a vraiment amusé. C'est en 67, l'avenue du général de Gaulle en Andorre, donc au prince d'Andorre. Et dans le programme qu'on avait organisé en sa journée, il y avait une visite du studio de Sud Radio, puisque c'était la radio protégée du prince français. Donc évidemment, il n'a pas mis les pieds à Radio Andorre, mais il a mis les pieds à Sud Radio et il a été accueilli à Sud Radio. Alors je voudrais que tu nous en dises un petit peu plus sur cette anecdote du général de Gaulle à Sud Radio. Oui, bah le général de Gaulle, c'est le personnage que tout le monde connaît. Il a un rapport, une relation à la radio tout à fait particulière. D'abord, c'est un homme du passé, quand même, quoi qu'on en dise, même à ce moment-là. Euh, et, euh, et en fait, pour lui, la radio, c'est un outil politique, voire militaire, hein. On se souvient de l'appel du 18 juin. Et c'est quelqu'un qui, sur le plan personnel, aime bien la musique militaire, la grande musique classique, etc. Il a évidemment une formation et une culture extrêmement classique. Et il se retrouve parachuté parce que évidemment, il est là aussi lors de cette visite pour soutenir ce grand projet qui démarre de Sud Radio. Et il se trouve parachuté au milieu d'un monde qu'il a un peu de mal à comprendre, celui de la radio périphérique, animée par des jeunes, avec de la musique qu'il considère, lui, comme une musique qui n'est pas... C'était à l'époque du Goyer, quoi. Hein. Voilà, Ouais. et en fait, il est un peu là comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, en fait, et il comprend ce qu'il voit, mais bon, c'est pas son monde, c'est pas sa culture. Mais là où c'est intéressant, c'est que effectivement, on est dans 1967, c'est-à-dire quelques mois avant les événements de mai 68 et ce mouvement en France, porté essentiellement par les jeunes et par les étudiants, qui va remettre en question ce régime un peu trop classique du passé. Et moi, cette anecdote m'intéressait parce que elle illustre à notre façon, au travers du prisme de l'histoire des radios, ce décalage qu'on va retrouver sur les barricades dans la rue quelques semaines, quelques mois plus tard avec mai 68. C'était un Euh, contre-choc, bon, quoi, à peu près cette période-là. voilà. Bon, tu évoquais les quelques anecdotes que je livre dans l'ouvrage. En fait, j'en profite pour dire, et y compris à celles et ceux qui nous écoutent, qui ont vécu pour certains cette aventure, euh, et qu'effectivement j'ai fait des choix que j'assume parfaitement, mais qu'il y aurait eu, alors le livre qui est déjà bien épais aurait été dans un volume beaucoup plus important. J'ai fait des choix, j'ai choisi des scènes, j'ai choisi des personnages. J'aurais pu effectivement en convoquer beaucoup d'autres, mais bon, c'est le prisme que j'ai pris. Il y a quelques personnages comme ça, comme David Gérard, auquel tu faisais allusion, comme Eric James, qui ont partagé avec beaucoup de générosité leur expérience. Et ce sont celles que je mets en avant, mais elles en cachent beaucoup d'autres, si j'ose dire. Donc c'était Eric Jobs qui était justement au micro ce jour-là quand le général est arrivé dans le studio. Exactement. Et qui, effectivement, leur dit, bah, vous passez de la musique, j'ai plus le terme en tête, mais enfin bon, très approximative, vous donnez à nos jeunes quelque chose qui est-ce bien sérieux, messieurs, quoi. Voilà, en quelque sorte, c'était ça, quoi, la réflexion. Cela dit, pour revenir à l'ensemble du contexte, quand le général de Gaulle se rend en principauté, c'est un des premiers, et ensuite ils le feront tous, mais un des premiers chefs d'État à faire une visite officielle à Andorre, à faire la tournée des paroisses, hein,
des agglomérations, des communes de l'Andorre. Et il faut bien prendre en compte que, euh, alors je dis toujours que l'Andorre est un OCNI, c'est-à-dire un objet constitutionnel non identifié. C'est quelque chose de très compliqué, cette principauté qui est encore sous le coup du droit féodal et qui est géré par deux coprinces et qui est en proie avec une légitime volonté de clarifier la situation, une légitime volonté d'indépendance. Et c'est important de ne pas rester à une vision de cette histoire des radios purement radiophonique. Il y a aussi l'histoire politique et l'histoire politique intimement liée à la situation de la principauté qui est en train d'exploser, beaucoup grâce aux radios aussi, en particulier grâce à Radio Andorre qui a fait la notoriété Et du pays. développer le tourisme, en fait, qui a été la Et- première industrie de l'Andorre, ce qui n'était pas le cas Tout avant. à fait. Mais un système compliqué et ce livre est aussi un hommage à l'Andorre, beaucoup. C'est un pays que j'aime beaucoup, dans lequel je me rends régulièrement, parce que je suis pas très loin et j'y ai maintenant beaucoup d'amis. Et effectivement, il a une richesse inouïe culturellement, sur le plan des traditions, et cette spécificité-là. Et cette histoire des radios n'aurait pas été celle qu'elle a été en dehors de l'histoire elle-même des radios, sans ces spécificités andorranes et sans ce mouvement des jeunes Andorrans du début des années 70, c'est-à-dire ces fameuses velléités à plus d'indépendance, à plus d'autonomie, et en fait de s'affranchir du fait d'être un petit territoire sur lequel des luttes intestines franco-françaises ont lieu. C'est d'ailleurs cette évolution politique du pays qui a en partie expliqué la fin de Radio Andorre en 1981, puisque là, encore une fois, il y avait à la fois des concessions qui avaient été données donc, par le pouvoir andorran à ces deux radios, Sud Radio et Radio Andorre, qui prenaient fin en 1981, même si ça avait été contesté d'ailleurs un peu en partie par Radio Andorre. Enfin, donc une concession qui se terminait, et puis surtout une évolution politique du pays qui faisait que les Andorrans, on avait un petit peu marre des querelles entre les coprinces, on avait un peu marre des querelles même franco-françaises, puisque Alors, la il se considérait comme colonisé, entre oui, guillemets, voilà, c'était le par mot. les autres, par les grandes entreprises. Et par ailleurs, il considérait que les radios, au-delà des concessions, qu'elles n'avaient pas toujours respectées d'ailleurs, hein, ne participaient pas comme elles le devaient et comme elles s'y étaient engagées économiquement au développement du pays. Ça, c'est on va dire, c'est l'approche politico-géographique du sujet, du dossier. Mais il y a une chose que l'on ne dit pas assez, c'est que de toute façon, on arrivait à la fin d'un règne, celui des ondes moyennes, début des années 80, hein, quand les concessions se terminent en 1981. En France, on l'a évoqué tout à l'heure, il s'est passé plein de choses, dont la libération de l'AFM et de plus en plus les équipements au sein des foyers, les habitudes de consommation. Le ton même des radios avait changé et faisait de ces stations historiques des dinosaures qui n'étaient pas préparés à l'évolution technologique. Que pouvait-on faire d'un grand émetteur d'ondes moyennes sur les confins pyrénéens à partir des années 80, alors que se développait partout la FM, la stéréo et une multiplicité de stations. Donc le contexte politique, finalement, n'a fait que s'appuyer et que appuyer un contexte technologique qui, de toute façon, à mon sens, aurait vu une réelle remise en question de Radio Andorre, qui, elle, n'avait pas la possibilité de se redévelopper sur le territoire français, parce qu'on l'a bien dit, on l'a bien compris, considéré comme pirate et malvenu. Et de toute façon, euh, Sud Radio avait cette opportunité, une sorte de phénix radiophonique, de pouvoir renaître sur la FM.
mais probablement pas. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, la plupart des grandes stations ont abandonné la diffusion ondes moyennes et grandes ondes. Mais tu as tout à fait raison. En fait, même cette année, en dehors même des années 80 d'une manière globale ou de la fin des années 70, l'année 81 a été quand même une année charnière. Bah, d'une part parce qu'en France, c'est un changement de pouvoir. C'est la gauche qui venait au pouvoir avec François Mitterrand, que tu évoquais tout à l'heure, qui a donc libéré les ondes. Enfin, elles ont été libérées seulement sous 82-83. Mais quand les radios se sont arrêtées en Andorre en 1981, en avril même, hein, 81, en France, le monopole était toujours de rigueur. Et en fait, donc Radio Andorre a été condamné à fermer son antenne définitivement. Enfin, c'était un peu compliqué, il y a eu encore des histoires qui sont passées, mais enfin bon, bref, elle a fini par arrêter totalement d'émettre. La fin a été extrêmement compliquée, un Oui. imbroglio juridique chaotique. Enfin, j'essaie de le raconter le plus clairement possible, mais j'avoue que ce passage du livre n'a pas été simple parce que, évidemment, il ne s'agissait pas de faire une thèse universitaire complexe et illisible. Et il a fallu que je schématise un peu, que je caricature les choses et que je les simplifie, mais pour être dans l'esprit, en tout cas, de ce qui s'est passé. Et donc, Sud Radio, en revanche, donc, a été obligé de fermer son antenne du Pic Blanc également, et s'est retrouvé en France, mais dans une France qui n'avait pas encore libéré les ondes. Et donc là, il y a eu quand même une période un petit peu délicate à passer pour Sud Radio, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elle trouve une solution rapide, parce que c'est quand même une station commerciale, on ne peut pas se priver de publicité pendant 2 ans ou 3 ans, pour pouvoir émettre donc depuis le territoire français, puisque c'était plus possible en Andorre, mais émettre du territoire français, si c'était les ondes, si c'était une station libre FM, bon, ben, ça limitait très largement son périmètre, donc du coup, elle perdait tous ses annonceurs. Et puis créer une station qui émettait en ondes moyennes en France, c'était quand même pas une chose évidente. Alors là, c'est une chose qui s'est quand même passée, c'est que Sud Radio a obtenu, alors je ne sais pas par quelle magie, je pense peut-être que tu le sais, toi, et tu m'en diras plus à ce moment-là, mais par quelle magie elle a obtenu d'utiliser ben, l'émetteur de France Inter, tout simplement, qui se trouvait au Muret, dans la région de Toulouse, donc, et a eu donc une dérogation au monopole, en quelque sorte, pour pouvoir continuer, prolonger son programme et émettre depuis l'émetteur de Muret en France, ce qui lui a permis de survivre, parce que sans ça, elle aurait peut-être jamais survécu, elle serait peut-être totalement disparue. Est-ce que tu as des informations sur la façon dont ça s'est passé? Alors, je le raconte dans un des chapitres, effectivement. On doit, pour beaucoup, cette pirouette, tout à la fois politique, stratégique et technologique, à la Sofirat, et en particulier à Thierry Bernard, qui est le directeur de Sud Radio dans ces années 80-81, et qui effectivement va négocier, coup de génie si j'ose dire, et puis coup de culot aussi, va négocier auprès du nouveau ministre de la Communication, nommé à ce moment-là par François Mitterrand, l'usage de l'émetteur du service public de Muret en ondes moyennes pour ressusciter Sud Radio à l'issue de la fermeture la première fermeture du Pic Blanc. Il y a eu un précédent sur lequel Thierry Bernard va s'appuyer, va rebondir, c'est que quelques mois auparavant, je crois que c'est un mirage de l'armée, va faire une malheureuse fausse manœuvre et s'écraser sur un des émetteurs de RTL, et qu'effectivement la France va autoriser RTL à utiliser un émetteur du service public. Et c'est en s'appuyant là-dessus que Thierry Bernard va solliciter le ministre. Mais ça va être une petite révolution, hein, parce que tout d'un coup, sur cet émetteur où on avait l'habitude d'écouter France Inter, on va un jour allumer le poste et découvrir Sud Radio. Alors les syndicats vont pousser des cris d'enfants. Mais néanmoins, le gouvernement va maintenir sa position et permettre à la station d'utiliser ce moyen pendant quelques mois, ce qui va effectivement sauver la radio. Oui, bien sûr. Bon, je crois qu'elle sera. On va lui demander quand même de ne pas diffuser de publicité pendant quelques temps, le temps que
la loi se mette en place progressivement, parce que même avec la création des radios libres, elles étaient libres à condition de ne pas diffuser de publicité dans Oui. un an ou deux, je crois. Donc, je crois qu'il y a eu un petit passage quand même un peu difficile financièrement, mais elle a été financée par Assofirab, donc quelque part, c'est un petit peu le contribuable français aussi qui a permis à la radio de passer bah, il faut quand même le dire, Thierry Bernard, qui a quand même eu la réussite de convaincre le gouvernement de lui filer comme ça l'émetteur de France Inter du jour au lendemain. Là, je peux vous dire vraiment, je vais tirer mon chapeau parce que ça n'a pas dû être une chose tout à fait facile, surtout à cette période, quoi, hein. Mais bon, finalement, Les- Cette histoire des radios est jalonnée comme ça de coups de tête. Enfin, depuis les débuts, hein, depuis Radio Toulouse jusqu'à la fin. euh, Voilà, je crois que le titre de mon premier livre et le titre de la première partie du second, c'est Conquérant des ondes. Ça dit tout pour moi. Ça dit bien le fait qu'on avait affaire à des personnages qui défendaient bec et ongle leur vision des choses, leurs entreprises, et qui ont eu comme ça des coups d'éclat, des coups de génie. Probablement, il y a-t-il eu aussi pas mal de coups d'épée dans l'eau qu'on n'évoque pas parce qu'ils ne sont pas restés dans l'histoire, mais il y avait cette idée que on était sur un terrain où il fallait conquérir les choses et effectivement, euh, la conquête, elle se fait aussi parce que souvent on a des idées pour la mettre en œuvre. et puis finalement, là, on constate quand même que finalement, cette mésaventure qui est arrivée à Sud Radio, bon, bah, finalement, ça a été peut-être le petit coup de pouce de chance. C'est ce qui lui a permis de se développer, ensuite de développer un réseau d'émetteurs FM. Finalement, quand on voit les choses avec le recul des années, ça a été bah, un coup de chance pour elle de s'être fait virer de l'Andorre à cette époque, peut-être parce que aujourd'hui elle existe toujours. Hein, voilà. Les radios Andorre, elle, voilà, a disparu en 80. Oui, euh, voilà, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a cette conjonction, peut-être que finalement, en effet, ce non-renouvellement des concessions en 1980 a été la chance de Sud Radio. En principauté, c'est curieux parce que cette histoire est pas bien cicatrisée en fait autour de, de ceux qui l'ont vécu, qui sont maintenant tous des gens âgés, mais qui ont pris des décisions à ce moment-là, pas faciles, qui se sont affrontés, qui se sont concurrencés. Il y a eu un certain nombre de regrets, de non-dits. Et si les radios avaient continué, et si on avait su les conserver, etc. Mais je crois que c'est le cours de l'histoire. Et L'évolution de la technique qui fait que de toute façon, comme tu le disais tout à l'heure, un émetteur en moyenne qui avait fait le bonheur de la principauté, finalement, en la rendant populaire dans le monde entier, ben, on aurait peut-être pu être suivi par les nouvelles générations, quoi, hein. On était dans le monde de l'AFM à l'époque, comme on est dans le DAB aujourd'hui, comme on est, voilà, la technique évoluant, elle aurait fini par disparaître aussi un jour ou l'autre, quoi, hein, probablement. C'est ce qu'il faut se dire, quoi. bien sûr. Je voudrais te poser encore une question, c'est, bon, tu évoques donc ces trois grandes radios des Pyrénées, qui étaient donc Radio Toulouse, Radio Andorre et Sud Radio. Mais tu passes complètement, enfin pas complètement, tu en parles un petit peu dans ton livre quand même, c'est du service public de Toulouse. Parce que il y a eu une radio Toulouse-Pyrénées qui est née, radio du service public, quasiment en même temps que Radio Toulouse en 1926, qui s'est poursuivi aussi, même durant la guerre, il y avait encore une émission en décrochage, je crois, voilà, qui a, qui a rené donc en 1945, qui a été une radio très écoutée, au moins sur la région dans les années 50 et 60, beaucoup moins par la suite, parce qu'après, ben, faute de budget, les émissions, c'était juste des petits décrochages pour des informations de la journée, donc c'était une radio qui a fini par disparaître.
qui a laissé sa place, comme tu le disais tout à l'heure, au Move auquel tu as été associé directement, qui est revenu après, une fois que le Move avait de nouveau quitté Toulouse, qui est revenu de nouveau sur la scène, qui existe toujours, qui a eu encore une autre disparition. Enfin bon, bref, qui a eu une histoire aussi très mouvementée. Est-ce que c'est pas finalement, ça pourrait pas faire l'objet aussi d'un livre, cette histoire du service public dans la région de Toulouse, parce que c'est aussi une histoire tout à fait particulière. Bien sûr, il y a de très très belles aventures. Là aussi, il y a des personnages. Alors en fait, c'est une histoire que j'aborde davantage dans le En premier premier. livre, Hmm. Les Ondes, qui se consacre essentiellement sur la même période, et moins dans le second, parce que je suis plus sur cette filiation Radio Toulouse, Radio Andorre, qui, par contre-coup, donne naissance à une autre filiation, Andorre Radio, Radio des Vallées, Sud Radio. Mais oui, c'est une très très belle histoire. Ça me permet de vous expliquer peut-être comment on a procédé, parce que il y a quelques années, donc, sort Conquérant des ondes, qui raconte plutôt les débuts, hein, qui passe assez rapidement sur la fin qu'on vient largement évoquer. Et puis, ça faisait un certain temps que, aussi bien aux éditions Privat que moi-même, on se posait la question de, voilà, y aura-t-il une suite? Faut-il faire une suite, etc. Et cette suite, elle arrive enfin, mais dans une période où le premier livre est épuisé depuis, enfin, à plusieurs reprises. Il a été réédité, puis réépuisé, etc. Il a été Et édité en catalan d'ailleurs. Hmm. pardon. Il a même été édité en catalan. Oui, il a été traduit et publié à Barcelone et à Andorre, effectivement. Catalan. Et donc, ce second livre, pour éviter de republier deux livres et 15 ans après, de solliciter les lecteurs pour racheter deux ouvrages, etc., celui-ci comporte deux parties, en fait. Alors, ça en fait un livre un peu dense, un peu épais, mais comme tu l'as dit, j'espère qu'on le lit avec intérêt. Tout fait pour que ce soit tout sauf ennuyeux. Et la première partie, c'est un tiers à peu près du livre, s'appelle Conquérant des ondes, c'est-à-dire c'est une reprise du premier ou de l'essentiel, réajustée et raccourcie, donc dans laquelle effectivement je nous prive de l'histoire plutôt du service public. Et la deuxième partie, en fait, c'est la suite qui s'appelle Concurrent des ondes, cette fois, où je raconte l'arrivée de Oui, Radio c'est Andorre. ça. On a, dans l'histoire secrète, on a Conquérant des ondes et Concurrent des ondes. Voilà. Super. Alors moi j'ai encore peut-être une dernière question. Je sais que tu as été associé, je crois que ça devait être en 2013 ou quelque chose comme ça, dans ces eaux-là, à l'époque où en fait la principauté d'Andorre avait récupéré la propriété du bâtiment émetteur, qui est quand même un bâtiment historique Oui, qui avait, alors tu dis récupérer la propriété pour qu'on comprenne, c'est parce que Jacques Trémoulet, en 1961, avait décidé de faire don de Radio Andorre et de son bâtiment et du terrain sur lequel il est construit au gouvernement espagnol. Ce qui explique que c'était une sorte d'enclave espagnole en principauté d'Andorre. Et je rappelle, c'est une nuance importante à comprendre, que le coprince épiscopal, celui qu'on appelle la mitre, c'est-à-dire le collègue du coprince président de la République français, n'est pas espagnol. Enfin, il est espagnol, ce qui emmène la nommé par confusion. le Il ne Vatican. représente pas l'Espagne. Le coprince de la principauté, ce n'est pas la France et l'Espagne, c'est le président de la République française et l'évêque d'Urgell. C'est donc plutôt l'Église qui co-administre la principauté d'Andorre. Euh, et donc Trémoulet, pour que tout ça ne lui échappe pas, fait don en fait en 1961 des installations et de la station au gouvernement espagnol,
Ce qui explique ce que tu viens de dire, c'est que euh, la principauté d'Andorre, il y a peu finalement, il y a quelques années à peine, euh, récupère la propriété de l'émetteur d'Encamp. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que la principauté va faire un travail de restauration d'une qualité extraordinaire. Là, le bâtiment est vraiment une perle aujourd'hui, quelque chose de magnifique. Et effectivement, je vois venir ta question. Il a été un temps où il y a eu un projet dans lequel j'ai été beaucoup impliqué, de créer un grand musée international de la radio dans ce bâtiment. Alors, superbe idée, très généreuse, peut-être trop généreuse, c'est-à-dire qu'elle a demandé un investissement colossal et finalement, idée qui a été abandonnée, pas totalement, hein, puisque la salle des émetteurs a été bien restaurée, l'archivage, les services des archives de la principauté ont fait un travail remarquable, l'archivage de tout ce qui pouvait rester, que ce soit du matériel technique, des archives, la fameuse discothèque qui est impressionnante à voir, Oui, qu'on a tout a le matériel et cette fameuse discothèque qui est vraiment somptueuse, quoi. Tout à fait. Et tout ce travail-là a été fait. Donc, c'est déjà une part vers la muséographie. Et puis, je crois savoir, pas dévoiler un secret, que effectivement, un petit aménagement muséographique, une visite virtuelle, Oui, il y a un probablement projet avec, qui est en cours en ce moment. Tout à fait. Oui, oui. est en train d'être travaillé et d'être mis en place. Alors, effectivement, on n'a pas ce grand musée de la radio qu'on aurait pu espérer. Mais la réalité économique des choses Oui, fait que c'est c'est des considérations financières qui ont fait probablement, j'imagine, que ce projet ambitieux n'a pas pu se construire, quoi. il y a une autre idée que les j'allais dire les nostalgiques de l'époque défendent, c'est l'idée que quelque chose soit fait aussi au niveau du pic blanc. L'émetteur concurrent, celui de Sud Radio qu'on évoque et que je décris beaucoup dans le livre, qui se trouve au-dessus des pistes de ski du pas de la Case, au-dessus de la frontière, qui est une sorte de porte d'entrée vers la France. Mhm. Euh, que faire de ce bâtiment? Là, pareil, ce serait des enjeux financiers colossaux que de le réhabiliter et d'en faire un C'est musée. Alors, il y a hôtelier, je plusieurs. crois, mais qui est un petit peu en attente en ce moment, Voilà. les informations sont Un bonnes. centre d'entraînement pour sportifs en altitude de haut niveau. Bon, voilà, c'est vrai que ce patrimoine a une valeur historique, mais c'est vrai qu'il demanderait des moyens vraiment très, très importants pour être conservé et mis en valeur en l'état. Et aujourd'hui, très franchement, c'est le ministère du Tourisme qui s'est installé dans les locaux de l'émetteur d'Encamp. La principauté, plutôt que de le détruire, a creusé un tunnel qui fait que la route principale de la principauté d'Andorre passe sous, c'est quand même un geste symbolique et significatif, c'est le tunnel Radio Andorre qui passe maintenant sous l'émetteur, tout a été, voilà, mais l'usage, c'est pas un usage purement muséographique, c'est le ministère du Tourisme, et c'est pas forcément une mauvaise idée, parce que quand des grands tours opérateurs, quand des gens du monde entier viennent visiter ou sont reçus par le ministre du Tourisme andorran, eh bien, ils sont dans un bâtiment dont on leur explique l'histoire, Un les monument tenants, les fluvial, un peu aboutissants. comme la Tour Eiffel à Paris, je pense que c'est le monument qui domine un petit peu le paysage aussi en Andorre, hein, comme le Pic Blanc peut-être aussi. Je crois que c'est ces deux anciennes radios finalement qui sont aujourd'hui un peu le symbole du pays, quoi, hein, dans l'architecture. Et c'est bien qu'on ait sauvé. Et d'ailleurs, tu es modeste parce que tu en parles pas là, mais je crois que tu as contribué aussi un petit peu en sensibilisant les gens sur place à l'époque où on a construit ce tunnel, parce qu'il y avait aussi un projet qui consistait à démolir carrément le bâtiment, hein. Donc je crois qu'il n'y avait pas une sensibilisation à l'époque de la valeur historique de ce bâtiment. Ah, je dois dire Ce serait que pas les, je dois dire que les ministres
quel qu'il soit, de la culture, du tourisme, de tout ce qu'on voudra, doivent se souvenir à quel point j'ai arpenté leur couloir et fait le siège de leur bureau Non, pour pas des... du tout, oui, oui. Je sais qu'on a été en contact ensemble à l'époque et j'ai pu mesurer un petit peu le travail que tu avais fait à cette époque pour que ce patrimoine soit préservé. Toi et quelques autres aussi, même localement, hein. Je pense à certains à Andorre-la-Vieille qui se sont battus aussi pour que ce patrimoine soit préservé. En tous les cas, aujourd'hui, c'est une réussite ce bâtiment parce que ça a été magnifiquement restauré. Ils ont respecté, je dirais, l'image voilà, de ce site. Euh, alors, il y a encore une chose, tu sais, j'entends beaucoup aussi de gens qui voudraient relancer Radio Andorre aujourd'hui, avec son nom, avec ce qui a fait sa spécificité. Je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou est-ce que bon, finalement. Alors, c'est toujours une bonne idée, mais je crois que c'est vraiment plutôt pour cultiver la nostalgie, pour se faire plaisir, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, en 2026, alors que ces radios disparu en 1981. Et il y a encore un réel engouement, un réel potentiel. Tous ceux, malheureusement, à qui le fameux slogan Jingle à qui Radio Andorre parle, sont de moins en moins nombreux et je suis pas certain que ce soit quelque chose de j'allais dire que l'on puisse se concrétiser de manière à en faire une opération qui puisse perdurer, qui puisse se donner les moyens, etc. Après, toutes les initiatives, et j'ai participé à beaucoup d'entre elles, qui consistent à commémorer, à se remémorer. Et ce que tu fais, toi, par exemple, est exceptionnel. Réémettre en ondes moyennes des anciennes émissions de Radio Andorre ou des nouvelles émissions de Radio Andorre, voilà, ça, ce sont des moments clés, des moments forts qui peuvent trouver leur public, celui des nostalgiques, celui des passionnés, celui même tout jeune que ça peut intéresser. Je suis moins partisan d'une résurrection qui n'aurait pas beaucoup j'allais dire, de relation avec une réalité tangible, économique et durable. On a eu un projet que j'ai défendu aussi il y a quelques années, effectivement consistait à créer, à relancer une radio Andorre internationale qui aurait été en plusieurs langues, sur le web, etc. Aujourd'hui, il y a tellement d'offres que, bon, ben, voilà, il faut peut-être aussi se dire que l'histoire consiste aussi à tourner certaines pages, à ne pas les oublier, et j'en parle en connaissance de cause. Je m'investis beaucoup dans la survivance de cette aventure et de son histoire et son éclaircissement, son explication. Euh, bon, voilà, c'est mon point de vue. Maintenant, tout ce qui tourne de toute façon autour de cette histoire-là m'intéresse, m'intéressera et est évidemment légitime. Bon, je crois qu'on est sur la même longueur d'onde pour C'est pas de dire. les choses sur ce sujet. Bon, effectivement, pour moi, la nostalgie, c'est une chose. Faire renaître une histoire qui est terminée, bon, si certains sont passionnés par ça, je leur souhaite bonne chance, bien évidemment. Personnellement, moi, je trouve que ça serait de toute façon pas la même chose, quoi. Soit s'adresser à un Bien public sûr. jeune, auquel cas on ne va pas refaire du tout Radio Andorre, soit Et s'adresser. surtout, et surtout, je crois que par respect pour Oui, l'histoire, par respect pour celles et ceux qui ont fait ces stations, qui en ont fait des grandes stations, je crois qu'il faudrait avoir un projet suffisamment ambitieux pour que ce soit un projet de grande qualité, autant dans sa conception que dans sa offre, que dans son rayonnement. Et ça, c'est extrêmement difficile, voire infaisable. Donc, si c'est pour faire quelque chose, certes, sur quoi on se fait plaisir, mais qui finalement n'a pas de grande valeur en termes artistiques, en termes d'information, en termes voilà, c'est peut-être pas tout à fait utile non plus. bien, ben, écoute, notre petit entretien va se terminer, mon cher Sylvain. Petit mais dense et long, je t'en remercie vivement.
On a été au fond des choses, c'est ça qui me plaît, c'est que bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore passionnés par cette histoire et qui vont écouter tes paroles. C'est bien, on a abordé des tas de sujets finalement. Je rappelle aux auditeurs, voilà, s'ils veulent en savoir encore un peu plus, et puis surtout passer un agréable moment de lecture, c'est de se procurer ton livre. L'histoire secrète des grandes radios pyrénéennes. Voilà, tu vois, j'ai mis plein de petits post-it, c'est-à-dire qu'il y a plein de petites choses qui m'ont interpellé. On le trouve en librairie, je pense, hein, dans toutes les bonnes On librairies. le trouve partout, dans Ah, toutes les librairies. Alors, s'il n'est pas en stock, il suffit de le demander et on l'a très vite. Et puis sur toutes les plateformes et sur le site de l'éditeur Priva. Je me permets et je tiens à dire, alors on est ici sur un public, j'allais dire, de passionnés, et, en effet, mais comme tu as eu la gentillesse de le remarquer au départ, que j'ai voulu faire un livre qui se lise comme une aventure. Certes, on est dans le décor de la radio, on est sur le sujet de ces grandes radios pyrénéennes, mais même si on ne connaît pas grand-chose à la radio, même si on n'est pas passionné par le sujet, même si on n'en connaît rien, je crois qu'on traverse une belle aventure humaine, qu'on y côtoie des personnages incroyables et qu'on y perçoit, je l'espère en tout cas, la passion que j'ai mis à faire partager cette aventure. on va faire comme tu avais fait comme tu as fait dans ton livre, c'est-à-dire que tu as parsemé de temps en temps des petites paroles de chansons de l'époque des années 70 qui évoquent, pour ceux qui ont vécu ces années, évidemment, ou peut-être aussi pour des plus jeunes parfois, parce que c'est des chansons qui sont intemporelles, qui évoquent donc des chansons et des tubes. On va terminer juste par une parole. Mais je pense que l'air va revenir dans la tête des gens qui nous écoutent. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est un roman d'aujourd'hui qui n'a pas l'air qui vient tout de suite. Eh ben, voilà, c'est ce qu'on peut dire aussi de ton livre, finalement, un beau roman, mais une belle histoire aussi, une belle histoire argumentée, précise, professionnelle. Et donc, moi, je vais mettre donc un lien pour les auditeurs qui nous écoutent en dessous de cette émission sur YouTube, qui va diriger directement vers ta maison d'édition, plus bas, voilà, pour les gens qui voudront se le procurer par Internet, tout simplement. Merci beaucoup. Et merci à la maison d'édition en question, Priva, qui effectivement est fidèle à cette histoire. C'est le deuxième ouvrage qu'on publie ensemble et qui n'a pas hésité une seconde pour ce tome 2 en fait, des Conquérants des Ondes, et qui s'investit effectivement dans le maintien et la connaissance de ces histoires qui sont locales, mais pas que. Hein. Bien Sylvain, écoute, à te remercier pour tout le temps que tu nous as consacré aujourd'hui et pour évoquer cette histoire secrète, qu'il y a un petit peu moins aujourd'hui maintenant, de ces radios pyrénéennes que furent Radio Toulouse, Radio Andorre et Sud Radio. Je te dis au revoir, à bientôt j'espère, et au revoir à tous. Causerie en R. Avec Sylvain Attiel et Jean-Marc Prince.